Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Dans ce numéro, les amis, nous sommes gâtés, oui. J'ai autour de moi des invités 5 étoiles, ils ont tout vu, tout lu, tout compris à cette semaine politique. Ils viennent nous la raconter. Quelle joie de vous retrouver, Emmanuel Voguet. Bonsoir, ça va Steve. Très bien. Vous êtes communicant, président de Narrative à côté de vous. Plaisir également de vous retrouver, Hélène Terzian, ça va? Ça va très bien. Vous êtes journaliste politique à RMC. Faut-il vous présenter, Michel Cotta? Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Europe 1. Merci d'être avec nous. Vous publiez cette semaine vos mémoires politiques. Votre livre s'intitule Ma 5e. C'est à retrouver aux éditions Bouquin. Je signale également votre documentaire Président, le prix à payer face à la société. C'est à voir ce week-end sur Public Sénat. Et le grand Pierre Jacquemin est aussi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, le si grand Steve. Rédacteur en chef à Politis, le dernier numéro de la revue s'intitule Le mythe du juge rouge. Dans cette émission, on se demandera si l'on est en train d'assister à la chute de la maison Mélenchon, alors qu'une de ses proches est dans le viseur de la justice. On verra si Laurent Wauquiez est vraiment l'homme de la situation à droite, lui qui a décidé de sortir du bois cette semaine. On reviendra sur les solutions du gouvernement après les émeutes de cet été et sur le chaos politique qui touche actuellement nos amis américains. Mais d'abord, merci, Président Larcher. Un anniversaire, oui, celui de la constitution de la 5e République. Elle a eu 65 ans cette semaine, peut-être large de prendre sa retraite, diront certains. En tout cas, mercredi, Emmanuel Macron a célébré cet anniversaire en proposant de faire évoluer certains dispositifs. Il a notamment relancé le débat sur l'utilisation du référendum. Écoutez. On ne révise pas la Constitution sous le coup de l'émotion pour répondre à des modes ou pour la beauté du geste. Il existe encore des domaines importants pour la vie de la nation qui échappent au champ de l'article 11 de notre Constitution. Et je souhaite que nous puissions trouver collectivement les moyens de mener à son terme ce chantier, en lien étroit avec les présidents de nos assemblées. Mais disons-le avec clarté, étendre le champ du référendum ne peut permettre et ne saurait permettre de se soustraire aux règles de l'état de droit, comme je l'ai rappelé. De même, la souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Pierre, la 5e République a fait son temps. Oui, je pense que nos institutions sont obsolètes. On le voit quasiment quotidiennement à travers le jeu institutionnel. Je ne sais pas s'il faut changer de régime. Il faut, à mon avis, considérablement retravailler, repenser nos institutions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sentiment personnel. En tout cas, je crois que l'élection au suffrage universel direct du président de la République me paraît obsolète. Je vois que la question de la démocratie est quand même une préoccupation majeure des Français. L'une des dernières crises, celle des Gilets jaunes, l'a largement démontré avec cette revendication qui était celle du référendum d'initiative citoyenne. Je crois que l'absence de représentativité des Français dans nos chambres parlementaires pose question et donc doit nous interroger sur le mode de fonctionnement démocratique pour plus de démocratie dans notre pays. Je parlais du Parlement, mais je parlais aussi en termes de démocratie sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, le rôle des syndicats, le rôle des élus locaux, tout ça n'est pas véritablement associé au jeu démocratique. Donc je pense que oui, il faut revoir fondamentalement, mais on ne peut pas se servir de la Constitution pour des arrangements politiques tels que Emmanuel Macron semble vouloir Michel faire. A pris beaucoup de notes pendant votre prise de parole. Il faut la réviser, cette Constitution. Vous l'avez bien connue, évidemment. Vous sortez un bouquin consacré à la 5e. Je pense qu'elle a résisté à beaucoup de choses, qu'elle a résisté notamment à l'alternance. Je ne pense pas qu'il faille la changer. Je pense qu'il faut peut-être l'aménager, et notamment en ouvrant sans doute les référendums, la possibilité de référendum pour les questions de société, et aussi peut-être, mais ça je suis plus sceptique là-dessus, parce que tout dépend des modalités. On peut faire un référendum d'initiative populaire, mais s'il y a une personne qui décide, c'est pas possible. S'il y en a 10 millions, c'est trop. Donc le problème est dans les modalités. Donc moi je me méfie de la façon dont les choses vont être présentées et dont elles vont sortir de cette grande discussion dans laquelle personne n'est d'accord. Pourquoi Emmanuel Macron fait cette sortie maintenant ?
il a un intérêt politique à le faire, Emmanuel Macron. Il a essayé à 2 reprises de le faire, ça n'a pas marché. Été 2018, on est dans l'affaire Benalla. L'année d'après, ça n'a pas marché non plus. Il a un intérêt politique. On est dans un contexte de majorité relative. Il doit donner des gages aux oppositions. Alors, en voulant élargir les critères pour recourir au référendum, c'est une façon de séduire la droite et l'extrême droite qui aimeraient que ce soit ouvert à l'immigration. En ouvrant également, en facilitant le recours au RIP, au référendum d'initiative partagée, et en inscrivant l'IVG dans la Constitution, c'est une façon de séduire la gauche. Il sait aussi qu'il y a des aspirations démocratiques de la part des Français. Les Gilets jaunes, c'était une façon de dire on a besoin d'être représentés. C'est une façon de répondre aux émeutes aussi, connues, qui ont eu lieu fin juin et début juillet. Maintenant, est-ce que les oppositions vont lui faire ce cadeau à Emmanuel Macron de pouvoir réviser la Constitution? Ce que dit votre voisine, je vais vous paraphraser, c'est que on est presque dans la manœuvre politique. Enfin, il y a une arrière-pensée politique derrière ça. La sortie du contexte, le monde où on vit. Alors, tout d'abord, moi je pense que pour célébrer les 65 ans de la Ve République, il convient de ne pas commencer par dire pour la célébrer, changeons-la. Voilà, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez raison, il essaye de rassembler tout le monde, ce qu'il n'a jamais réussi à faire, et d'être finalement dans le vent. Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir être dans le vent, il risque d'avoir un destin de feuille morte, le président de la République, parce qu'il n'a aucune majorité pour faire un truc comme ça. Personne ne lui fera ce cadeau. Il a une majorité relative. Quand on change la Constitution, il faut qu'il y ait une bonne raison pour le faire. Il faut être dans une position de force quand même politique, ce qui n'est pas son cas. Et il faut être capable de donner une perspective à ce qu'on veut faire. Or là, la seule perspective qui nous est offerte, c'est j'utilise le 65e anniversaire de la Constitution pour proposer quelque chose qu'on vient de sortir du carton. Après la crise des Gilets jaunes, effectivement, il y a eu une demande pour un référendum, élargi. Il a dit d'accord avant d'immédiatement remettre ça dans son tiroir. Ça, et puis là, maintenant, il essaye de faire croire qu'il y aurait un consensus. Bon, vous y ça croyez pas. Et de la poudre aux yeux. Michel, c'est quoi le secret de cette longévité de la Ve République? 65 ans, on l'a dit, c'était l'anniversaire cette semaine. C'est quoi le secret de cette longévité? C'est quand même un équilibre entre les institutions. Ce n'est pas un système présidentiel. Beaucoup de gens, parmi les journalistes, se disent oui, le régime présidentiel, c'est mieux, mais enfin, on voit quand même ses limites. Et c'est un régime qui reste, même si le Parlement est affaibli. Mais au fond, il est plus affaibli par la qualité de ces hommes et de ces femmes que par sa fonction elle-même. Il pourrait faire ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'a dit Jean-Louis Debré sur le plateau de Public Sénat cette semaine. On va l'écouter. Je vous redonne la parole, Michel, dans un instant. On va écouter Jean-Louis Debré. Plus le climat politique est détérioré, plus ces institutions montrent leur utilité. Le pouvoir actuel pourrait remercier tous les matins les constituants de 1958. S'ils ont traversé la crise des Gilets jaunes sans qu'il y ait en plus une crise ministérielle, c'est bien parce que les institutions ont donné les moyens au gouvernement de diriger le pays. Le problème, c'est pas le texte, c'est les gens qui sont chargés d'animer cette Constitution, c'est ça? C'est le désordre apparent de l'Assemblée nationale qui, quand même, fait douter de toute la construction. Et puis c'est aussi, d'une certaine façon, et surtout même, les difficultés du président de la République. Mais moi, je dirais, ce qui me paraît important dans ce référendum, je me demande si la volonté de changer, d'élargir le référendum. La première intention d'Emmanuel Macron n'est pas de gagner du temps. Parce que ça, dans le débat politique, ça vous nourrit bien un débat pendant un an et demi. Donc on arrive à 24, 25, alors dans le référendum, au fond, vous savez que beaucoup de gens se disaient est-ce qu'il va prévoir un 3e mandat? Bon, non, il l'a exclu. Par conséquent, il gagne du temps jusqu'en 25, et après, en 25, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra le départ. Je vais vous montrer cette tribune du constitutionnaliste Dominique Rousseau, qui est paru dans Le Monde cette semaine. Il nous dit la chose suivante: une révision constitutionnelle s'impose sous peine de rendre inévitable une révolution. Le problème n'est pas de faire une énième révision par et pour les élus, mais une refondation constitutionnelle par et pour les citoyens. Ça vous plaît, ça, Pierre ?
Je trouve que l'analyse de Dominique Rousseau dans Le Monde est vraiment très intéressante parce qu'elle fait suite aussi à différents événements. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un caractère assez obsolète de nos institutions, c'est que tout le monde a en tête quand même que ce gouvernement gouverne à coup de 49.3 sur des objets et des sujets qui sont extrêmement structurants pour la vie des Français. La question des retraites, le fait qu'il y ait une opposition massive des Français et que le gouvernement soit passé en force, y compris devant le Parlement en imposant un 49.3, ça pose question justement sur le renouvellement et ce caractère que je qualifie d'obsolète de nos institutions. Je me permets juste une chose, parce que Emmanuel Macron, dans sa volonté de réviser notre Constitution, je trouve que ça pourrait être intéressant, c'est un débat de société, c'est un débat qui nous concerne tous, d'autres ont choisi des processus constituants pour renouveler les institutions, mais je trouve que là où ça ne va pas, c'est qu'un des principaux points qu'il veut toucher, c'est la question des droits. En fait, quand la Constitution, il y a au moins une chose qui est bonne dans notre Constitution, c'est son préambule, le droit, la Déclaration des droits de l'homme. Et en fait, dans la pensée d'Emmanuel Macron, puisque l'objectif c'est d'ouvrir les objets des référendums, et donc d'aller demander aux Français s'ils sont pour ou contre plus ou moins d'immigration, par exemple, pour satisfaire effectivement la droite et l'extrême droite. Là, on y va pour justement réduire les droits des hommes. Donc ce que je veux dire, c'est que son objectif, il n'est pas bon, quoi. Il va pas avec la philosophie même de ce qu'a été notre Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme. Vous parliez de cet article 49.3, on le rappelle, qui permet l'adoption d'une loi sans vote au Parlement. Elle a été utilisée à de nombreuses reprises par Elisabeth Borne. On va voir ce sondage paru il y a quelques jours. L'article 49.3 est non démocratique pour 70% des Français, selon une étude Harris Interactive publiée le 3 octobre. Il y a un problème avec cet article, Oui, Emmanuel ? il y a un problème avec cet article, mais ce n'est pas parce qu'un article pose problème que l'ensemble de l'édifice est à jeter aux orties. Il faut effectivement réformer, moi je pense, la Constitution. Je pense qu'elle a aussi cette vertu qui est d'avoir été créée pour un temps qui n'est pas le nôtre et avoir traversé tous les temps pour solidifier les temps difficiles dans lesquels on est. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle s'adapte. Le 49.3 n'a pas de sens, c'est évident. Mais le président de la République réussit finalement plutôt bien son coup, puisque moi, je suis intimement persuadé que dans 3 mois, on n'en parle plus. Hein, de quoi de cette révision constitutionnelle. Mais en attendant, il nous fait discuter sur ce plateau pendant une demi-heure d'un truc sans lendemain. Sans lendemain. Il faut regarder les choses en face, c'est-à-dire qu'il n'a aucune majorité pour faire ça. Il n'a pas de projet qui rassemble et qui fasse consensus. Et il est à un moment politique de son mandat, de son second mandat, dans lequel il ne peut pas engager une révision constitutionnelle. Et en plus, il a perdu le sens du pays. Est-ce que franchement, les Français sont tous obsédés par la réforme de la Constitution, par les temps qui courent? Non, mais quand on est président, on veut peut-être marquer l'histoire par une révision constitutionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il est hors sol partout. On parle de la vie chère, on parle de la vie chère et du problème des Français face à la montée des carburants. Il donne 100 €, il aurait mieux fait de rien donner parce que c'est ridicule pour les Français qui l'utilisent. Partout où il est partout depuis la rentrée, mais il est nulle part, je trouve, dans la manière d'incarner ce qu'il essaye d'incarner. Ce qui est intéressant, c'est que les Français plébiscitent la réforme des institutions et la réforme de la Constitution. Et à côté de ça, c'est très intéressant. Ils estiment, il y avait un sondage dans le Figaro cette semaine qui disait que c'était pas leur priorité. Et c'est Édouard Philippe, je crois, qui a dit également qu'ils étaient plus intéressés par le pouvoir d'achat et par le prix du carburant que par une réforme des institutions. Édouard Philippe est un homme sage. Sont-ils intéressés par Laurent Wauquiez, les Français? Laurent Wauquiez, en tout cas, sort de sa tanière cette semaine, alors qu'à droite, certains reprochent au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de se faire trop discret. Il était l'invité de la rentrée des Jeunes Républicains il y a quelques jours. Il a fixé une stratégie pour 2027. Écoutez-le. J'ai mesuré ce qu'il en coûte de sérénité et de détermination pour déverrouiller la République française. Et aujourd'hui, j'y suis prêt. Il faut oser imaginer un nouveau modèle. Il faut prendre le temps, ce que nous ne faisons plus, d'écouter les attentes et les aspirations des Français. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif. Hélène, on a envie de dire enfin, on revoit Laurent Wauquiez? Oui, alors je ne sais pas s'il a convaincu avec ce discours. Bon, ça c'est aux téléspectateurs de G et aux Français. Je pense que c'est
stratégiquement intelligent d'imposer un candidat naturel à droite. C'est ce que veut Éric Ciotti. Ils veulent éviter de s'infliger les guerres intestines au sein de LR en enlevant des statuts l'idée d'une primaire. On a vu ce que ça a donné aux 2 dernières présidentielles. Bon, il y a eu Fillon, c'est particulier, et surtout les 4,8% de Valérie Pécresse. Maintenant, Laurent Wauquiez, donc, ok, candidat naturel. On voit le discours, je ne sais pas si ça embarque les foules. Ensuite, il a cette stratégie de silence médiatique. Je ne sais pas si ça marche non plus. Il veut capitaliser sur cette image de président de région, les régions heureuses, les territoires heureux. Je ne sais pas si ça marche. Dans les sondages, en tout cas, c'est pas le cas. Et surtout, il y a des candidats en embuscade. Il y a un certain David Lisnard qui est derrière, le maire de Cannes, président de l'AMF, certes pas très connu du grand public, mais qui inaugure un QG à Paris, qui a quelques soutiens. Et il n'est pas très bien placé, Laurent Wauquiez, pour l'instant, dans les sondages. Il y a des Édouard Philippe, même des Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Xavier Bertrand, qui prennent la place à droite. Il vous embarque, Laurent Wauquiez, cher Emmanuel? Mon avis personnel a peu d'importance dans l'histoire, mais je pense qu'il sort surtout parce qu'il comprend qu'il est en train de prendre un retard qui ne se rattrape pas. Et comme disait celui qui l'a fait ministre, quand on prend le toboggan, quand on commence à descendre, on ne remonte pas. Le problème, c'est qu'il part du... Nicolas Sarkozy. Pour ne pas le nommer. Il part du principe que... il est parti du principe que le silence crée l'attente. Le problème, c'est qu'il n'est ni attendu ni désiré, mis à part par Éric Ciotti et sa bande. Et la présidence d'Éric Ciotti menait à ça. Il a été mis là pour ça, avec comme seul objectif de faire la place à Laurent Wauquiez. Sauf que l'attente, elle a accouché d'un désamour. Personne n'attend Laurent Wauquiez. L'arrivée en politique fracassante de M. Zemmour réduit l'espace de cette droite rance qu'il incarne, qui divise les Français, qui les monte les uns contre les autres. Mais il a en revanche, et ça je le reconnais, un talent incroyable pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Certains, aux Républicains, disent que quand on serre la main de Laurent Wauquiez, après il faut recompter ses doigts. Donc il est capable de tout finalement, et même de renverser la table. Pierre, ce retour, ce comeback de M. Wauquiez. D'abord, vous me posez la question de savoir s'il était le candidat naturel de la droite. Laurent Wauquiez n'est pas le candidat naturel de la droite. Le candidat naturel de la droite, il s'appelle Édouard Philippe, il s'appelle Gérald Darmanin, il s'appelle Gabriel Attal, il s'appelle Bruno Le Maire. Le candidat naturel de la droite, c'est un macroniste. C'est ce qui va se jouer. Et par ailleurs, le parti pris qui est celui aujourd'hui des Républicains, c'est-à-dire la reconstruction presque idéologique des Républicains, ne me paraît pas du tout s'inscrire dans l'histoire de ce qu'a été le RPR, puis l'UMP, et aujourd'hui les Républicains. Ils ont cette stratégie. Tous ceux qui émergent aujourd'hui chez les Républicains, que ce soit M. Ciotti, que ce soit M. Wauquiez, que ce soit M. Lisnard aussi aujourd'hui, ont un parti pris qui cherche à aller prendre des voix à l'extrême droite. Mais dans l'histoire de France, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, quand elle a couru après l'extrême droite, c'est toujours l'extrême droite qui a gagné. Donc la stratégie qui est celle des Républicains ne me paraît pas la bonne. Je pense que les Républicains auraient voulu se réinscrire dans une droite sociale, reprendre le créneau peut-être d'assumer ce qu'a été le gaullisme, puis le chiracisme, etc. Sans doute, ils auraient pu réémerger dans l'espace politique. Mais là, en faisant ce qu'ils font, je pense que la droite est soluble dans le macronisme. Et d'ailleurs, ce qui se passe au Sénat, on le voit, les positions des sénateurs de droite n'est pas celle des députés de droite, et qu'il y a sans doute au Sénat un macronisme compatible avec la droite des Républicains. On a l'impression que beaucoup revendiquent cet héritage du RPR. Est-ce que Laurent Wauquiez est l'héritier du RPR historique, Michel? Écoutez, pas franchement. Je vous rappelle quand même les conditions de son départ, il n'y a pas tellement longtemps. Il était quand même à la tête des Républicains, il a été obligé d'en partir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je me méfie toujours des gens qui vous disent qu'il faut prendre les choses de très haut, surtout regardons d'en haut, ne nous laissons pas enliser. Moi, ça me fait peur parce que ça recouvre le plus souvent un vide, peut-être pas de la pensée dans le cas de Wauquiez, je ne dirais pas ça, mais un vide de l'action en tout cas. Quand on a dit qu'on est en haut, oui, ben on y reste. Et puis, je trouve, en effet, sur la stratégie, je ne comprends rien à la stratégie des Républicains. Je ne comprends rien. D'abord, ils sont un petit nombre, mais en plus, ils se divisent. Déjà, ensuite, ils pensent que c'est eux qui vont récupérer les voix du Rassemblement national et les voix les plus extrémistes. Or, ils sont trop petits pour les récupérer. Et en revanche, ils continuent à penser que ceux qui, un jour, ont contribué à l'action d'Emmanuel Macron sont tous
est également à rejeter. Alors je ne vois pas avec qui ils vont faire une unité, et en tout cas, la seule unité que je vois, c'est avec Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy s'est exprimé cette semaine sur le retour de Laurent Wauquiez. Il lui a apporté un soutien plutôt modéré, mais un soutien quand même, écoutez-le. Il a été mon ministre pendant 5 ans. C'est un garçon très talentueux, avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se tait. Parce que je ne crois pas, pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement de sport, qu'on gagne Roland-Garros en jouant petit bras. J'ai dit tout le bien que je pensais de monsieur Gérald Darmanin, que j'aime beaucoup. Après, il y a un peloton, et on verra dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire quand on s'approchera de la présidentielle, celui qui va se détacher. Nicolas Sarkozy qui soutient donc Laurent Wauquiez. Ça vaut quoi le soutien de Sarko ? Rien. Rien, mais enfin, je ne dis pas ça pour être insultant avec l'ancien président. Je dis ça. Vous mentez. Mais vous, un peu aussi parfois. Je dis ça simplement parce que ce qui a fait les grandes heures du RPR, c'était effectivement un corpus d'idées qui faisait consensus. Et c'était surtout, parce que la droite républicaine a besoin de ça, d'un leadership. Jacques Chirac a été ce leader, Nicolas Sarkozy, à sa façon, a été ce leader. Et depuis, il n'y a plus aucun leadership. La question, c'est qui peut incarner ce leadership ? La droite, elle doit se rassembler derrière des idées, mais elle doit se rassembler derrière un chef. Et il n'y a plus de chef. Faisons une primaire. Mais non, on a bien vu où ça menait. Vous savez, un chef, quelle est la définition d'un leader ? Ça n'est pas celui qui s'impose, c'est celui qu'on choisit là où on ne pourrait pas aller seul. Mais personne n'est capable. C'est du Sarkozy dans le texte, c'est du Nicolas Sarkozy. Ah non, ça c'est pas du Nicolas Sarkozy dans le test. Nicolas Sarkozy, il s'impose. C'est ce qui est totalement justement l'inverse de ce que je viens de raconter. Mais non, ce que je veux dire, c'est que personne n'est capable aujourd'hui de dire aux Républicains « je vais vous emmener là où vous n'êtes pas capable d'aller ». Pour une raison simple, c'est que vous parliez de stratégie, Pierre, mais derrière la stratégie, il faut qu'il y ait un corpus d'idées. Or, moi, le corpus d'idées des Républicains, je ne l'ai pas compris, je ne le vois pas. La seule chose qui les rassemble, et en plus, il est totalement paradoxal, parce que ce que disait Nicolas Sarkozy quand il dit « je préfère un Laurent Wauquiez quand il parle plutôt que quand il se tait », il pointe aussi l'idée que quand même, M. Wauquiez a été totalement absent du débat sur les retraites, quand même. Et ça lui est reproché, parce que philosophiquement, la droite des Républicains était totalement d'accord avec le projet de réforme, ils ne voulaient pas le voter. La seule chose qui rassemble aujourd'hui les Républicains, c'est leur désaccord. Ils sont d'accord sur rien. La question, c'est est-ce qu'un homme comme Édouard Philippe peut incarner au-delà des Républicains, il n'y a plus que 30 ou 40 000 adhérents, c'est-à-dire rien. Est-ce que Édouard Philippe, par exemple, peut incarner cette droite sociale, cette droite gaulliste qui a une perspective ? Car là, la perspective de Laurent Wauquiez, c'est simplement d'être président de la République. L'affrontement qui vient... On dirait, c'est un peu le François Bayrou des Républicains aujourd'hui, qui veut simplement être président. L'affrontement qui vient, c'est Laurent Wauquiez, Édouard Philippe à droite, c'est ça ? Je pense que pour l'instant, Édouard Philippe est en tout cas en pole position et loin devant Laurent Wauquiez. Il a beau avoir été le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, je pense qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux positionné, c'était vous, Pierre, qui le disiez, pour rassembler macronistes et LR. Évidemment, bien sûr. Ceux qui sont derrière, je pense au Xavier Bertrand ou David Lisnard, ils sont là en embuscade, mais ils sont encore loin derrière, il y a du travail à faire. Michel, les primaires, vous en pensez quoi ? Alors là, vraiment, si on veut, s'ils veulent continuer dans la décomposition de la politique, on ne fait pas mieux. On s'est aperçu quand même de ce que ça donnait les primaires. Je ne vois pas au bout de combien de temps on comprendra que les primaires, c'est catastrophique. Bon, c'est catastrophique parce que les gens ne se raccommodent jamais. On l'a vu au Parti Socialiste, on l'a vu plus récemment chez les Républicains. Bon, ça marche jamais. Alors s'ils ne sont pas capables de se mettre avant sur une personnalité et de l'imposer aux Français avant de se déchirer devant les caméras de télévision, franchement, ils sont pour rien. Est-on en train d'assister à la chute de la maison Mélenchon ? C'est un autre thème. Cette semaine, en tout cas, plusieurs enquêtes journalistiques mettent en lumière Sophia Chikirou, députée insoumise de Paris. Il s'agit d'une très proche de l'ex-candidat à la présidentielle. Il lui est notamment reproché un management brutal avec ses équipes. Elle est aussi soupçonnée par la justice d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne de 2017. Du côté de la France insoumise, un mot d'ordre, circuler et il n'y a rien à voir. Les rémunérations de Sophia Chikirou, elles sont publiques.
elles sont publiques. Donc j'invite les journalistes qui font ce travail à aller sur le site de la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique. J'ai bien compris, avec beaucoup de sexisme d'ailleurs, qu'on essaye de dénoncer, comme on l'a fait à Mathilde Panot, comme on l'a fait à Rachel Keke, on essaye de dénoncer des femmes qui ont un caractère, qui ont une influence très importante dans la France insoumise. Je trouvais ça assez odieux. Pour vous, c'est du sexisme ? Oui, il y a du sexisme. Hélène, il y a un malaise à la France insoumise aujourd'hui. Clairement, il y a un malaise à la France insoumise. La personnalité de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'elle restera au-dessus de ça. Par contre, la maison Mélenchon, elle est totalement fragilisée. Et ce qui se passe avec l'affaire Chikirou, c'est la révélation du système clanique qui se passe à la France insoumise. Vous l'avez dit, Sophia Chikirou, c'est un management brutal, des dividendes qu'elle s'est versés elle-même, des soupçons d'escroquerie aggravée, des 11 collaborateurs en un an à l'Assemblée nationale auprès d'elle et qui venaient la boule au ventre travailler avec elle. Et pour autant, Sophia Chikirou, extrêmement proche de Jean-Luc Mélenchon, je pense que comme Adrien Quatennens, elle sera totalement réhabilitée dans le clan Mélenchon. Donc ça va encore plus révéler le clivage qui existe aujourd'hui au sein de la France insoumise, avec les bons soldats, Manuel Bompard, Mathilde Panot, Sophia Chikirou, entre autres, et ceux qu'on appelle les frondeurs de la France insoumise, Alexis Corbière, Madame Garrido, Daniel Simonet, Clémentine Autain, qui ont voulu un peu plus de démocratie au sein du parti et qui vont s'appuyer sur ce genre d'arguments pour se faire. On va faire un duel, les amis, on va faire un duel si vous voulez bien. Assiste-t-on à la chute de la maison Jean-Luc Mélenchon? Une question, deux opinions très différentes sur ce plateau, deux invités qui ne sont pas du tout d'accord. D'un côté, Pierre, de l'autre, notre ami Emmanuel. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, Pierre, vous avez 45 secondes, vous savez comment ça marche. Non, on n'assiste pas à la chute de la maison Mélenchon malgré cette affaire Chikirou. Je ne crois pas qu'on assiste à la chute de la maison Mélenchon parce que la maison Mélenchon subit d'année en année un certain nombre de problématiques judiciaires, notamment des événements judiciaires. On a vu les perquisitions, ils s'en sont relevés. On a vu l'affaire Quatennens, ils s'en sont relevés. Je ne crois pas qu'on assiste à cela parce que justement, ils font la démonstration qu'ils ont un mode de fonctionnement très clanique où ils se protègent les uns des autres, y compris dans les mauvais moments et dans les mauvais moments qui ne passent pas et qui ne passent pas du tout dans l'opinion publique non plus. Parce que l'affaire Quatennens, ça laisse des traces à l'extérieur. Il y a un chrono. Donc je ne pense pas que la chute soit imminente. En revanche, évidemment, ça va reposer des questions légitimes, d'ailleurs, de démocratie interne, de questions de fonctionnement de ce que la France insoumise a envie de faire sur le plan politique. Et qu'en cela, oui, sans doute, les murs vont trembler, mais la maison est loin d'être écroulée. La maison brûle, Emmanuel. Oui, je pense que la maison brûle parce que là, on touche à une personnalité qui est la plus proche de Jean-Luc Mélenchon. C'est, entre guillemets, l'ange noir de Mélenchon. Et Mélenchon est en train de montrer au monde, avec cette affaire Chikirou, qu'il est dans la vie l'inverse de ce qu'il défend dans la politique. Et ça peut plus marcher aujourd'hui. J'ajoute aussi que Sophia Chikirou, au-delà de tout ce qu'on lui reproche, c'est quelqu'un qui est capable d'être juge et partie. C'est-à-dire que là, il y a un conflit d'intérêts monstrueux. Et si la justice va jusqu'au bout et qu'elle tombe, je pense que les langues qui n'osent pas se délier aujourd'hui vont se délier, vont demander des comptes. Parce que dans le groupe, pour parler poliment, excusez-moi de la trivialité, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de se la faire tellement qu'elle se répile. Vous n'êtes pas raisonnable. Michel, vous voulez bien nous trancher ce débat? Qui vous a convaincu entre Pierre et Emmanuel? Moi, je pense que la maison Mélenchon est va être en tout cas très remuée dans les mois qui viennent. Alors, je pense que pour deux raisons, toute la raison, je suis entièrement d'accord avec votre analyse, mais deuxièmement, il y a, il me semble, dans la stratégie de Mitterrand, une volonté de détruire les autres. C'est-à-dire détruire d'abord... Vous avez dit Mitterrand, c'est un lapsus non, oui, comparaison n'est pas raison. Oui, alors d'abord de détruire Faure, je crois aux forces de l'esprit, qui est détruit tout seul. Ensuite de détruire Éric Roussel, qui effectivement prend a une certaine élégance et un certain charisme dans la gauche. Donc il détruit tout le monde en se disant j'en profiterai à la fin. Et ça... Moi, je trouve que c'est toujours une stratégie difficile parce qu'on finit par se détruire d'abord. Pierre, cette affaire révèle quelque chose? C'est le symptôme de quelque chose à la France insoumise?
C'est le symptôme d'un fonctionnement qui ne va pas. Enfin, je pense que là, pour la peine, alors certes, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence, mais il y a quelque chose quand même d'extrêmement grave de ce qui se joue et de ce qui a été mis à jour dans cette affaire. Mais y compris par le passé, je citais l'affaire des perquisitions, l'affaire Quatennens, aujourd'hui l'affaire Chikirou. Quand j'entends des députés de la France Insoumise nous expliquer que de toute façon, quoi qu'aient fait aujourd'hui nos petits camarades de la France Insoumise, on les défendra jusqu'au bout. Non, pardon, il y a un moment donné, il faut se remettre en question. Si la France Insoumise aspire un jour à gouverner, il va falloir à un moment donné qu'elle soit un peu à la hauteur des enjeux et de ce qui se passe et de ce qui se dit aussi dans la France, chez les Français. Je veux dire, c'est inadmissible de voir qu'aujourd'hui, les députés défendent Sofia Chikirou. Non, on doit lui demander des comptes à Sofia Chikirou. Et encore une fois, elle a le droit à la présomption d'innocence, donc que la justice passe et puis qu'elle s'en explique. Après, je trouve toujours qu'il y a du deux poids, deux mesures. Vous voyez, il y a quand même une forme d'acharnement assez fréquent quand même du côté de la France Insoumise. En ce moment, je vous rappelle qu'il y a quand même une petite affaire d'un ministre garde des Sceaux qui est mis en examen, qui va passer devant la justice. Et donc ça, personne ne parle. Quelle transition, Pierre, quelle transition, parce qu'on va l'entendre. On va écouter Éric Dupond-Moretti qui justement réagissait à cette affaire Chikirou. J'ai vu que certains médias annoncent une tempête judiciaire à venir. Monsieur, moi, je suis infiniment respectueux de la présomption d'innocence. Et je veux dire à ce stade que si la justice doit travailler, elle travaillera. J'ajoute en toute indépendance. Mais je pense que certains LFistes réfléchiront à la façon dont, en d'autres temps, ils ont traité certaines présomptions d'innocence. C'est du pain béni pour ceux qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas la France Insoumise, cette affaire. Non, mais moi je trouve que Jean-Luc Mélenchon et sa garde rapprochée sont en voie de marchéisation. Alors pour les plus jeunes de nos téléspectateurs, Georges Marchais avait conduit le Parti communiste à des sommets électoraux dans les années 80, 18, 20%. Puis ensuite il est devenu une telle caricature de lui-même qu'ils en ont eu marre d'être représentés entre guillemets par un clown. Et alors je ne suis pas en train de dire que Jean-Luc Mélenchon est un clown, mais je trouve qu'il devient une caricature de lui-même. Son équipe rapprochée à vouloir défendre l'indéfendable devient des caricatures de ce qu'ils défendent et de ce qu'ils reprochent au reste de la vie politique. Et c'est en cela que je dis, oui, c'est du pain béni naturellement, mais c'est du pain béni qui est quand même très fortement alimenté par ceux qui sont au cœur de l'histoire. Ils sont en train de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils ne ratent pas une seule occasion de rater une bonne occasion, de se rattraper. Donc ça va finir par les poursuivre. Certaines langues se délient progressivement à la France Insoumise. On va voir ce tweet de Gérard Miller cette semaine, qui était cofondateur du Média, un média qui était proche de la France Insoumise à l'époque. Il écrit la chose suivante en parlant de Sofia Chikirou. Elle n'est pas le monstre terrifiant qu'on décrit ici ou là. Elle ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, mais sa violence tous azimuts et sa funeste conviction que la fin justifie les moyens sont des symptômes de ce avec quoi la France Insoumise doit rompre pour être à la hauteur de l'aventure mélenchonienne. On voit, il y a très peu de gens qui acceptent de parler actuellement à la France Insoumise. Pourquoi, Hélène ? Parce que on en revient toujours au système clanique. Si on lève la voix, on est évincé des. C'est à ce point-là. Les frondeurs, les hautains, les Garrido, les Corbière ont été quasiment évincés de toutes les instances dirigeantes. Alors que, par panneau, c'est la méritocratie au sein du parti. Ils élèvent pas la voix parce qu'ils ont peur de pas. Mais c'est des élus de la nation. Ce sont des élus de la nation. Ils ont peur à ce point d'un chef éventuel de parti qui s'expriment, c'est finalement aussi plus facilement leurs alliés de la NUPES. Ceux qui avaient un doute sur encore l'existence de la NUPES. Je pense que là, on est quasiment sûr qu'elle est morte et enterrée, la NUPES. Ça a commencé avec Chikirou qui fait une comparaison entre Roussel et un collaborationniste et avec Doriot, exactement. Et là, et je pense qu'aujourd'hui, les alliés de la NUPES ne vont plus gêner pour dénoncer la façon dont la France Insoumise agit. Et la NUPES... la NUPES, j'ai l'impression qu'on l'annonce morte toutes les semaines. Il y a une personne, pardonnez-moi, qui s'est exprimée publiquement au sein de la France Insoumise. C'est une élue qui avait elle-même officiellement s'est exprimée au moment de l'affaire Quatennens. C'est Madame Pascale Borde, je crois, j'oublie son nom. Mais ils sont très peu, ils veulent pas. Et d'ailleurs, dans le documentaire de complément d'enquête qui a été diffusé cette semaine, il y a des offs qui ont été diffusés et mis à l'antenne. Et certains disaient aux journalistes, vous m'assurez vraiment que vous ne dites pas que je vous ai dit ça. Vous parlez de la députée LFI Pascale Martin. Pascale Martin. La NUPES, toutes les semaines, elle mord un peu plus. Là, on s'en rapproche ou qu'est-ce qui se passe ?
Mais si vous voulez qu'elle meure, la NUPES, personne ne veut qu'elle meure, cette NUPES, mais la gauche est condamnée à s'entendre si elle veut gouverner demain. Donc à un moment donné, ça sera peut-être pas la NUPES, ça sera autre chose, mais je veux dire, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Marine Tondelier sont condamnés à s'entendre s'ils veulent gouverner. Et ils s'y prennent mal, pardon. Ils s'y prennent très très mal, mais on ne pensait pas que d'abord, on pensait pas que Jean-Luc Mélenchon pourrait, après toutes ces affaires, faire près de 22% à l'élection présidentielle. On ne pensait pas, jusqu'à la veille des élections législatives, que la gauche pourrait se réunir pour pouvoir porter des candidatures communes aux élections législatives. On ne pensait pas qu'elle ferait ce score. On ne pensait pas aujourd'hui, compte tenu de l'état de fait de la gauche dispersée, en conflit permanent, que dans les sondages, quand elle est rassemblée, elle est devant le Front National pour l'élection européenne. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il existe quand même cette gauche dans le peuple qui a envie de l'avoir rassemblée. Donc, ce que je veux dire, les invectives aujourd'hui, les aventures personnelles, que ce soit celle de Jean-Luc Mélenchon ou celle de Fabien Roussel, elles seront à un moment donné contestées par la base, elles seront contestées par un certain nombre d'acteurs politiques, intellectuels, etc. Donc aujourd'hui, bon, chacun va de sa stratégie. Je pense que demain, tout ça a vocation à se rassembler. Donc oui, elle ne va pas très bien la NUPES aujourd'hui. Demain, elle se repensera, elle se renouvellera nécessairement. Qui est un éternel optimiste. Oui, il faut. Michel. Mais non, il y a un personnage, Mélenchon. Donc c'est vrai qu'il échappe un peu et qu'il peut échapper à nos analyses. Mais quand même, moi je trouve qu'il est solidaire, finalement, des deux combats qui représentent quand même la gauche. C'est-à-dire, un, combat sur les femmes, Adrien Quatennens, quand même embêtant, hein, et le combat sur l'argent et sur la prévarication, c'est Sophia Chikirou. En étant solidaire de ces deux-là, il devient quand même un leader classique, si j'ose dire, et clanique, qui ne voit pas à quel point même ses colères peuvent dissiper les troubles de ces deux-là. Alors, en plus, quand on parle de clown, moi je ne peux pas parler de clown, mais enfin son attitude maintenant, qui est quand même exaspérée, donc exaspérante, est à mon avis, joue à mon avis contre lui, même si par certains côtés, en effet, il est assez unique dans son genre. A-t-on tiré tous les enseignements des émeutes de l'été dernier ? Au mois de juillet, la France a connu les plus graves émeutes urbaines de son histoire contemporaine. L'éruption de violence qui a suivi la mort de Naël, abattu à bout portant par un policier, avait provoqué la stupéfaction de la classe politique. Cette semaine, le gouvernement a réuni un CNR, un Conseil national de la refondation, pour établir un diagnostic de la situation. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 238 nouvelles brigades de gendarmerie sur tout le territoire. C'est le début du commencement de la réponse de l'exécutif en la matière. Écoutez Emmanuel Macron. Ces émeutes sont intervenues. Je dirais que la première réponse, elle a été donnée claire et fort par nos forces de sécurité, notre justice. Ça s'est stoppé en quelques jours parce que vous avez eu 45 000 forces de sécurité intérieure, ce qui était inédit sur le terrain. Vous avez eu des milliers d'interpellations, 4 000, et que vous avez eu plus de 1000 comparaisons immédiates. Il faut en effet consolider la réponse régalienne dans la durée, mais c'est derrière un problème qui est beaucoup plus compliqué. Bon, les émeutes ont lieu cet été. Pourquoi les réponses tardent autant à venir, Hélène ? Alors, je pense qu'ils ont fait le constat, le gouvernement. On peut quand même leur donner ce gage-là. Le profil très jeune des émeutiers, la difficulté de certaines familles, notamment monoparentales, à exercer leur autorité. La question des réseaux sociaux. Ça, le constat, il a été fait. L'urgence a été gérée. Déploiement des forces de l'ordre, 4000 interpellations pendant les émeutes, et Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti en première ligne. L'ordre républicain a été rétabli. Maintenant, le constat a été fait, les réponses n'arrivent pas. Et certains maires qui étaient cette semaine au CNR émeute, au Conseil national de la refondation, me disaient au téléphone, parce que je faisais un papier là-dessus pour RMC, me disaient, allez, on ne va pas tergiverser 50 ans, on a le profil, il y a des sociologues qui travaillent dessus, maintenant on attend des réponses. Certains maires disent, on a des problématiques de logement, on a des problématiques en termes de relations population-police. Le diagnostic est fait, on a besoin de réponses, et pour l'instant, on nous dit que c'est fin octobre que la Première ministre va donner des réponses concrètes à ce CNR. Elles sont toujours extrêmement attendues. On va voir le profil des condamnés par la justice suite à ces émeutes. Vous en parliez, Hélène. Les condamnés type, entre guillemets, ce sont des hommes, 80% des mises en cause, 23 ans en moyenne, 79% d'entre eux sont de nationalité française, 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat. La motivation principale, eh bien, c'est l'opportunisme, 41% des cas, et seulement 8% sont allés dans la rue
suite à l'émotion suscitée par la mort de Nahel. C'est un rapport qui a été publié fin août par l'administration. Emmanuel, qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que, voilà, on a le profil des condamnés? Hélène parlait d'un diagnostic qui a été fait. Les réponses ne sont pas aussi simples? Il n'y a pas de réponses surtout qui sont données. C'est surtout ça. Effectivement, Gérald Darmanin a donné une réponse ès-qualité dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur au moment des émeutes. Donc sécurité, régalien. Oui, mais depuis silence. Le nouveau cap, on l'attend toujours. Le président de la République a été extraordinairement silencieux après ces émeutes. La seule réponse qu'il a donnée, c'est à Elisabeth Borne, succède Elisabeth Borne. Et puis alors maintenant, on a le fameux Conseil national de la refondation. Alors dans ces 2 dernières décennies, quand on voulait enterrer un sujet, on faisait des états généraux, puis ensuite un livre blanc. Alors sous Emmanuel Macron, on fait un Conseil national de la refondation. Le dernier Conseil national de la refondation a accouché de rien. Celui-là accouchera de rien, parce que de toute façon, ils ne savent pas comment le prendre. Ils ne savent pas quelle réponse donner. Et le peu de réponses qu'ils pourraient donner, et qui sont, de mon point de vue, fondamentales pour pouvoir lutter contre la montée des extrêmes des 2 côtés de l'échiquier politique, il n'est pas prêt à les donner, le président de la République. L'enjeu de ces émeutes, Pierre, c'était l'enjeu des quartiers difficiles. On parle beaucoup de ces quartiers, des quartiers populaires. Oui, je pense que ce qui s'exprime à travers les différentes révoltes, que ça démarre sur un sujet de violence policière qui aboutisse comme la mort dramatique du jeune Nahel. Derrière tout ça, il y a la question des inégalités territoriales et du traitement différencié, notamment de nos institutions, sur des publics différents. Je m'explique. La question des contrôles aux faciès, par exemple, qui est posée par un certain nombre d'acteurs associatifs, est une question qui devrait être fondamentale dans la manière d'appréhender ce qu'il s'est passé il y a 3 mois avec les révoltes dans les quartiers populaires, et pas que les quartiers populaires, parce que vous faisiez le profil type des personnes qui ont été condamnées. Il y a quelque chose de notable dans ce qui s'est passé il y a 3 mois, c'est que des petites villes de province, y compris d'ailleurs des moyennes villes, Limoges, Montargis, voilà, il y a des villes quand même qui se sont réveillées et révélées aussi. Donc ce qui s'est exprimé à ce moment-là, c'était aussi un sentiment d'abandon, et je pense que c'est ça qui est problématique. Nous, la semaine dernière, on a fait un dossier spécial sur les... de familles et de victimes de violences policières qui interpellaient le président de la République sur à peu près 3 points. Il y a la question des contrôles aux faciès, c'est-à-dire que c'est pas possible que nous, dans la rue, on se fait pas interpeller, on ne nous demande pas nos papiers d'identité. Alors en revanche, si vous avez le teint un peu coloré, on va venir vous voir. L'enjeu principal, c'est le rapport avec la police. Je pense qu'il y a un problème avec le rapport de la police. Il y a ça, il y a quand même la question de l'indépendance judiciaire quand les policiers sont pris la main dans le sac et que donc ils doivent passer. Il n'y a pas de condamnation systématique des policiers. Et puis oui, je pense qu'il y a plus généralement un rapport de la police. Et une dernière chose, parce que je trouve que cette phrase est formidable, on a interrogé le sociologue Laurent Bonelli qui dit « On s'aperçoit que depuis une 40aine d'années, les forces de l'ordre apparaissent pour nombre de gouvernants comme une solution miracle pour répondre au creusement des inégalités. » C'est ça le problème, c'est que la seule réponse aujourd'hui, c'est plus de bleu dans les rues? Non, c'est pas ça le sujet. Ce que dit votre voisin, c'est que l'enjeu principal, c'est le rapport avec la police. Moi, d'abord, je pense que c'est un enjeu, mais il y a quand même un énorme paradoxe. D'abord, il y a quand même 75% des Français qui trouvent que la police fait son boulot, quand même, c'est important, plus de 2 tiers. Deuxièmement, il y a un paradoxe qui est plus on déclenche d'émeutes, et par prétexte, on est d'accord, on ne voit pas exactement quand commence, pour ça que c'est tellement difficile à déceler, c'est qu'on ne voit pas quand et ce qui déclenche une émeute de ce genre. Mais il est évident qu'à ce moment-là, les Français demandent plus de sécurité. Donc tout ce qui est insécurité manifeste favorise effectivement un pouvoir autoritaire et plutôt à droite. Donc il me semble que le grand danger, il est là, c'est-à-dire à aboutir à autre chose que ce qu'on voulait, mais qui, à mon avis, renforcera plutôt le pouvoir de la police. Emmanuel, sur la police. Moi, j'ai du mal, je ne vais peut-être pas être très populaire en disant ça, mais j'ai du mal à accepter l'idée qu'on parle de qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Ils n'ont rien voulu dire du tout. Je veux dire, au bout de 48 heures, on n'était plus dans Nahel, on était dans du vandalisme pour faire du shopping sur les Champs-Élysées. Il faut regarder les choses comme elles sont. Donc là, je suis désolé, l'inégalité territoriale, c'est de la poudre aux yeux. La question, là, c'est pas la police. La question, c'est qu'il y a des gens qui se comportent comme des voyous, qui font du vandalisme touristique et shoppingien. Et la réponse, elle doit être à la hauteur. Dans un état de droit, on ne s'exprime pas comme ça.
C'est pas une expression. Voilà. Et je pense que à laisser l'idée qu'on a le droit de se comporter comme ça et qu'ensuite il faut ouvrir un débat sur l'attitude de la police, on est, mais complètement à côté de la plaque. C'est ma conviction profonde. Pierre vous répond. Mais oui, parce que bon, je comprends votre analyse. Michel, c'est pas juste analyse. On a montré les chiffres avec voilà l'opportunisme. L'opportunisme, et j'entends Michel, vous parliez de prétexte. Je ne crois pas, quand on vit la situation d'un certain nombre d'habitants des quartiers populaires, ou y compris d'ailleurs en milieu rural, je ne crois pas que quand on vit cette situation où on est discriminé à l'embauche, on est contrôlé par la police, on subit des violences policières qui aboutissent parfois à des décès dramatiques. On a une IGPN qui contrôle la police et qui n'est pas franchement indépendante. Ce que je veux dire, le sentiment d'injustice, il est permanent. Je le dis souvent, peut-être trop, mais je trouve qu'il y a aussi un climat politique qui conduit à ces violences. Je ne dis pas que je la légitime, mais vous voyez, Emmanuel Macron, il a renoncé par deux reprises à des projets qui étaient des projets auxquels il tenait. C'était Notre-Dame-des-Landes et la taxe carbone. À quel moment il décide de renoncer à ces projets ? Il renonce à ces projets parce qu'il y a des violences qui émanent de la ZAD pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et puis les violences qu'on a vues, qui ont fait le tour du monde autour des Champs-Élysées. Bon, ça ne participe pas d'un climat où il y a une volonté de discussion avec les représentants associatifs au niveau local qui ne demandent pas grand-chose, encore une fois. Les familles de victimes qui se sont exprimées dans le politique la semaine dernière, elles demandent des choses très concrètes. Les associations ont rencontré Elisabeth Borne et visiblement, elles sont plus ou moins déçues de ce qui s'est raconté à Matignon. Clairement, le CNR-émeute a été vécu comme une forme de thérapie collective, énième thérapie collective. Alors, il y avait, pourtant c'était assez ambitieux, et on avait 7 ou 8 ministres, on avait une dizaine de maires touchés particulièrement par les violences urbaines, il y avait des représentants d'élus locaux, il y avait des sociologues, voilà. Et il y avait également des représentants syndicaux. Ce qui en ressort, c'est le constat est fait, on a compris le message, on attend des réponses concrètes. Et maintenant, l'État donne rendez-vous fin octobre pour annoncer des mesures. Ce sera face aux quelques 200-300 maires qui avaient été déjà reçus à l'Élysée. C'était en juillet dernier par Emmanuel Macron. Façon de boucler la boucle, on nous dit, c'est ce qu'on nous dit en off à Matignon. Et ils attendent plus que ça maintenant. Direction les États-Unis à présent, où on a vécu une semaine tout simplement historique. Pour la première fois, le chef de la Chambre des représentants, le Speaker, a été destitué. Tenez-vous bien, s'il a été invité à aller voir ailleurs, c'est à l'initiative de son propre camp, le camp républicain, où une minorité pro-Donald Trump considère qu'il est trop mou, pas assez radical, face notamment aux démocrates. On va écouter la réaction de Kevin McCarthy. Je crains que l'institution ne se soit effondrée aujourd'hui parce qu'il est impossible de faire le travail si 8 personnes qui représentent 94 ou 96% de l'ensemble de la conférence peuvent s'associer avec l'ensemble de l'autre camp. Comment gouverner ? Emmanuel, c'est un chaos politique inédit auquel on assiste ? Oui, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il faut distinguer plusieurs groupes. Il faut distinguer les militants des Républicains, des adhérents des Républicains, des élus et du corps électoral. Les militants des Républicains, c'est-à-dire la partie la plus minoritaire mais la plus active, ce sont des Trumpophiles jusqu'à la mort. Le reste est fondamentalement opposé à l'ancien président Trump. J'en veux pour preuve. Et les élus ont envie aussi de garder leur poste. C'est-à-dire que derrière l'élection présidentielle se profilent aussi des élections à la Chambre des représentants et au Congrès, dans les États. Or, Donald Trump leur a donné la preuve par le vote, au moment des midterms, qu'il est l'assurance tout risque des démocrates. Partout. C'est comme ça que Biden a sauvé son mandat. Partout où Donald Trump a imposé ses propres candidats au midterm, ils ont été battus. Donc, ils ont changé les règles. C'est la raison de ce chaos. C'est que normalement, il faut une majorité au sein du Parti républicain pour pouvoir destituer le Speaker. Pour faire plaisir aux amis de Donald Trump, le Speaker qui vient d'être destitué a accepté qu'un seul élu puisse provoquer un référendum. Et donc tout vient de là. Donc, et moi, ce que je crains pour les Républicains, c'est qu'il va finir par gagner les primaires. Parce que Ron DeSantis... Donald Trump, ouais. Alors justement, on va écouter Donald Trump, parce que cette semaine s'est ouvert un procès au civil contre lui. On lui reproche d'avoir fait de fausses déclarations pour gonfler son patrimoine afin d'obtenir des prêts favorables. Peu importe les affaires, peu importe ce qui se passe au concret, Trump dit être focus sur toute autre chose. Écoutez-le.
Beaucoup de gens m'ont appelé au sujet de la position de speaker. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ferons ce qui est le mieux pour le pays et pour le Parti républicain. Il y a des gens formidables. Accepteriez-vous le poste? Beaucoup de gens m'ont posé la question. Je suis concentré, nous sommes en tête. Je ne sais pas si vous lisez trop les journaux, mais nous avons une avance d'environ 50 points dans la course présidentielle. Je me concentre entièrement là-dessus. Si je peux les aider au cours du processus, je le ferai. Mais nous avons des gens formidables au sein du Parti républicain qui pourraient faire un excellent travail en tant que président de la Chambre des représentants. Michel, Donald Trump, il est en train de tuer les républicains historiques comme on les a connus par le passé. Moi, je trouve surtout qu'il est en train de créer une Amérique ingouvernable. Je trouve effectivement qu'il fait la dissension dans son camp, mais que, je ne veux pas dire la guerre civile, mais tel qu'on voit les choses apparaître, on voit qu'on entraîne à l'opposition, mais alors frontale, des deux camps, à 8 personnes près qui étaient déjà pour l'opposition frontale. Bon, moi, je trouve ça très dangereux, je trouve sa position très dangereuse, et elle est en plus affaiblie, elle est en plus confortée par l'affaiblissement du président de la République actuelle, Joe sur Biden. lequel quand même on a des interrogations. Moi, je crains vraiment que ces élections futures entraînent une répartition de l'Amérique. Pierre, là-dessus. It's all fake news. Je crois que ce qui divise les républicains, c'est cette espèce de mythe d'un État centralisé. Et je pense qu'il y a aussi une part d'autodestruction de ce que peut être la vision d'un État américain. Et je pense que c'est aussi ça qui se joue. Moi, j'ai pas bien compris, donc j'ai cherché à comprendre ce qu'il se jouait en ce moment aux États-Unis, parce que je ne suis pas un expert, et j'ai lu ce libé des historiens hier dans Libération, et il y a cet historien qui explique qu'effectivement, ce qui s'est joué aussi là, c'est la destruction de l'État. Et la volonté des républicains les plus radicaux, c'est de montrer que les institutions nuisent aux libertés. Et d'ailleurs, dans le mandat qui a été celui de Trump, lui-même a nommé des postes de ministres, je pense au ministre de l'Éducation, par exemple, qui était totalement hostile à l'éducation publique, et il a nommé quand même quelqu'un qui avait vocation à détruire. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a là, chez cette partie-là des Républicains, cette volonté de nuire à l'État, de ce qu'est la fonction même de l'État. Donc il y a la volonté, la stratégie du chaos, qui a quand même été beaucoup celle de Donald Trump. Je ne sais pas comment tout ça va aboutir. J'ai bien peur que ça peut profiter à Donald Trump, hélas. Et à chaque procès, donc un procès s'est ouvert cette semaine, à chaque procès, on a l'impression qu'il augmente sa popularité. Oui, alors, et ce qui est assez intéressant sur ce sujet-là, il a été interrogé sur le speaker. Lui qui est quand même, qui est presque diligente, qui est le dirigeant de ce groupe de 8 frondeurs au sein de la Chambre des représentants, il s'est exprimé en disant, au lieu d'avoir ces guerres intestines, il vaut mieux combattre la gauche radicale. Bon, il prend soi-disant un peu de hauteur. En réalité, effectivement, je pense que ce chaos le sert. Il est même question que peut-être il pourrait prendre la place de Kevin McCarthy à la Chambre des représentants. Bon, ça interroge. Ce qui est aussi important à souligner, je pense que c'est cette crise des Républicains, donc qui est nationale aux États-Unis, a même un impact international, parce qu'on a même l'Ukraine qui s'inquiète de ne pas avoir une aide supplémentaire, parce qu'elle est conditionnée par ce budget qui est encore en cours de discussion avec cette crise. Donc je pense que le retentissement est assez important. D'habitude, les amis, vous le savez, on termine l'émission par un top flop, mais c'est une semaine un peu particulière à Public Sénat. On a appris la disparition de Jean-Pierre Elkabbach à l'âge de 86 ans. Il était le fondateur de votre chaîne préférée. Il en a été le président entre 2000 et 2009. Petit clin d'œil, petit hommage à celui qui avait un style, une façon inimitable de cuisiner les politiques. Regardez. Ne soyez pas désobligeant, monsieur Elkabbach, c'est tout à fait inutile. Monsieur Chirac, je ne cherche pas problème. Monsieur Chirac, je ne suis pas du tout désobligeant. Restons calmes, monsieur Chirac. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas je vous reconnais bien là dans la provocation. Vous le reconnaissez bien là dans la provocation, Michel? Vous l'avez bien connu, Je l'ai bien connu, avec des hauts et des bas, comme tous ceux qui ont connu Elkabbach, et puis finalement plutôt les hauts, parce que c'était quelqu'un qui avait
une noble conception de notre métier, finalement, qui voulait être le premier. Et au fond, on comprend qu'il va être le premier à donner un scoop, le premier à avoir l'homme politique le plus important du moment. Et moi, ce que je retiens plus que les émissions comme Carte sur table, qui ont joué un rôle formidable, hein, mais on voit comment elles sont conçues, comment elles étaient justement appuyées sur du Hamel et El Kabbach. Moi, ce que je retiens quand même, c'est la virtuosité de l'interview en 12 minutes. Bon. Première question, cash. Moi, je vous garantis que je l'ai fait aussi pour RTL. Ben, j'étais beaucoup moins bonne que lui. Alors, je le reconnais, c'est en 12 minutes faire dire à quelqu'un, en l'écoutant bien, tout en ayant dans l'autre oreille ce qu'on veut lui faire dire, là-dessus, il était un des maîtres. Voilà. Emmanuel, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Jean-Pierre El Kabbach? Il a fait basculer un monde, je trouve. Avant lui, dans l'interview, la personnalité était la vedette. Après lui, dans l'interview, c'est El Kabbach qui est la vedette. La meilleure preuve en est, c'est qu'on ne disait pas je vais sur Europe 1 être interviewé, on disait je vais chez El Kabbach. Alors, ça présente aussi évidemment des problèmes, mais voilà, je pense qu'il a eu au moins cela, c'est-à-dire cette capacité à éditorialiser tellement son interview qu'il prenait le pas sur la personne qu'il interviewait. Pierre, il vous a inspiré ? On rêve tous, en tant que journaliste, d'avoir une carrière d'intervieweur comme El Kabbach. J'espère que je ne terminerai pas ma carrière politique, journalistique, politique, je vous assure que non. Journalistique, comme il l'a fait, oh non, s'il vous plaît. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de notable. Moi, ma génération connaît El Kabbach par effectivement les images que vous diffusez. Un punchliner extraordinaire. Je trouve qu'il a bénéficié d'un moment que moi, en tant que journaliste, je lui envie, cette espèce de rareté de la parole politique. Oui. Et je trouve que c'est ça, c'était le caractère aussi très solennel, très charismatique de ces moments de télévision où aujourd'hui, la parole politique, elle est permanente tout le temps. On interroge des politiques sur tout et n'importe quoi tout le temps. Donc je trouve que voilà, c'est des moments comme ça, avec la pression, qui était aussi des moments comme ceux-là, hein, il le dit, je crois que c'est Léa Salamé qui l'explique très bien. Non, c'est Alain Duhamel qui l'explique très bien. Que tout le temps, il l'appelait à 6h du matin, t'es sûr, je pose cette question, est-ce que c'est la bonne, machin, etc. Et il a fait émerger aussi une génération de journalistes. Donc je trouve que c'est aussi notamment son talent. Hélène, je sais pas. Alors moi le regard que j'ai sur Jean-Pierre El Kabbach, c'est moi, jeune journaliste arrivant à Europe 1 à l'été 2016, parce que j'y ai travaillé avant d'être à RMC, et c'était encore la grand-messe de Jean-Pierre El Kabbach. Et j'ai exactement le sentiment dont vous parlez, ce sentiment de c'est l'interview d'El Kabbach, il a qui demain, et on imaginait entre nous presque quelle allait être sa première question, vous n'avez pas honte, le mur, on l'imitait entre nous. Et c'est un mythe, Jean-Pierre El Kabbach. Donc oui, forcément, moi, c'est un intervieweur politique qui m'a toujours inspirée. Et puis j'ai appelé certaines personnalités politiques suite au décès de Jean-Pierre El Kabbach pour RMC, pour faire des réactions. Et puis le truc qui revient, c'est en fait, il nous faisait dire ce qu'on n'avait pas envie de dire. Et c'est ça, le talent d'un grand intervieweur. Merci beaucoup, Président Larcher. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.